Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir ce soir sur l'affaire Cordelia Viau, le grand procès que vous avez vu à l'antenne du réseau TVA hier soir. Pour discuter avec moi, j'ai mes deux invités habituels, les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés cette semaine du comédien Guy Nadon, qui interprétait le rôle de Maître Macaille, le procureur de la Couronne. Et puis, ce soir encore, deux étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles de l'avocat de la défense et du procureur de la Couronne. Et puis enfin, nous aurons, comme chaque semaine, un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons, à vous, le public. Cette question, je vous la rappelle tout de suite. Cordelia Viau était-elle coupable? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission et nous vous revenons tout de suite après la pause. Elle était probablement au courant que son ami Sam Bartlow voulait tuer son mari pour lui rendre sa liberté, mais elle n'a jamais assisté au meurtre. Cordelia Viau, j'aurais déclaré non coupable. Par contre, elle était complice du meurtre de son mari, puisqu'elle était au courant que Sam Bartlow voulait tuer son mari. Du fait, surtout de la lettre qu'elle a écrite à l'assurance, c'était tellement révélateur. Donc, moi, j'aurais aucun doute à l'accuser de meurtre, ouais. Tout ce qu'il a pu se dire, le juge qui refuse toutes les choses, alors on ne peut plus savoir maintenant si elle était coupable ou pas. Elle était complice, mais de dire qu'elle était coupable, non, je crois pas. Voici maintenant un court extrait de l'affaire Cordelia Viau, avec mon invité Guy Nadon dans le rôle de Maître Macaille, le procureur de la Couronne. Je conviens qu'il subsiste un doute, un seul, et c'est celui-ci. Cordelia a-t-elle tenu le couteau fatal? Là-dessus, messieurs, je vous dis simplement... qu'importe. Car il n'y a aucun doute sur sa complicité. Elle a encouragé Parslow, elle l'a aidé, elle l'a incité à commettre cet acte horrible, ce qui la rend, aux yeux de la loi, aussi coupable que lui. Et je m'entretiens maintenant avec mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre de CKAC, et le comédien Guy Nadon, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans les grands procès. Il était, il y a 2 ans, peut-être le savez-vous, vous ne l'avez certainement pas oublié, en tout cas si vous avez vu la série, l'abbé Delorme, dans notre grand procès, l'abbé Delorme. Mais alors, l'abbé Delorme et Macaille sont 2 rôles quand même assez différents l'un de l'autre. Alors, est-ce que vous vous êtes préparés différemment aussi? Oui, parce que ça exige 2 sortes d'attitudes. Faire le criminel, c'est formidable parce qu'il y a des défauts. Hein, ou bien il est ému, ou bien il est contraint, il regrette. Mais il y a des dialectiques très nettes dans ça. Tandis que de jouer un avocat de la Couronne, c'est où étiez-vous à telle heure, à telle place? Puis là, c'est toujours reposer les mêmes questions. C'est un peu ingrat, finalement, comme interprétation. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus, comment dire, ras les pâquerettes à un niveau émotionnel. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire comme je faisais, là, c'est-à-dire jouer de la contrariété là où le texte n'en contient pas nécessairement, mais donner une ligne émotionnelle à un avocat qui, par définition, est dans la répression des sentiments continuellement. Là, vous avez en tout cas l'initiative tout le temps en tant que Maître Macaille, parce que s'il y a un procès qui semblait bien réglé d'avance, c'était bien celui-là. Plutôt les dés avaient l'air pipés un peu. Est-ce que c'est votre avis? Moi, j'ai l'impression que... Il y a une chose que j'ai vue en regardant ce procès-là, c'est qu'à l'époque, à partir du moment où le coroner avait décidé que c'était un meurtre, après ça, on a l'impression que les ragouts du village, tout était réglé. Et à partir du moment où les agents de la justice étaient convaincus de ça, la pauvre femme, là, elle avait aucune chance. Le système avait décidé et c'était réglé comme ça. Et j'avais l'impression, tout de suite, le coroner a réglé ça. Au fond, je suis pas certain que le coroner a besoin de procès, mais envoyé en prison, c'est réglé. Et il tournait les coins ronds dans ce temps-là, quelque chose de rare. Jean, vous parlez des ragots du ragout de village. Il y avait aussi les articles dans les journaux aussi en même temps. Si bien qu'effectivement, quand le procès a commencé, la cause était déjà entendue. Oui, mais dès l'enquête du coroner, les admissions qu'elle avait faites étaient là. C'est-à-dire que c'est pas un compte, là. Elle a admis légalement ou illégalement, mais elle a admis avoir contribué, avoir participé à ça avec son ami. Mais comment, Jean? Tu sais que même aujourd'hui... Comment? La question de complice, désespoir, c'est quoi?
Mais là, je peux te dire... C'est-à-dire, celui qui tient le sac est aussi coupable que celui qui vole. Oui, mais là c'est la façon dont ça a été... Il a donné des garanties incroyables. Il voulait qu'elle se sente comme chez le curé, puis envoyer donc, puis il n'y aurait rien contre elle et tout ça. C'était sous fausse représentation. Oui, mais après, tout le temps après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prouvé tout simplement sa culpabilité, même si c'était pas au moment du procès. On l'avait trouvé coupable. Mais après ça, quand elle a commencé à demander de sa libération pour ne pas passer sur l'échafaud, qu'est-ce qu'elle disait là-dedans? Oui, mais là, elle admettait. C'était joué, là. Elle avait été condamnée de quoi? Elle l'avait, voyons donc. Il y a aussi la façon dont, par exemple, on a choisi le jury dans ce procès-là. Précisément parce que tout le monde avait entendu parler de cette cause et puis tout le monde avait sa petite idée de fait. Pour être sûr qu'au moins les jurys n'aient pas trop lu d'articles de journaux, alors on est allé chercher des analphabètes, des illettrés. C'est quand même fort, hein? Bon, dans ce temps-là, c'était facile à trouver, Jean-Pierre. Ouais. En 1896, il y avait mal d'illettrés, surtout dans le coin de Saint-Canut, puis tout ça. C'était des cultivateurs qui n'allaient pas nécessairement à l'école. Et ces illettrés-là, on n'a pas été dans la difficulté de les trouver. D'autre part, c'était pas juste à cause des journaux, c'est parce que c'était comme ça. Quand on choisit un jury, n'oubliez pas que le choix du jury n'est pas fait exclusivement par le coroner, le juge, puis l'avocat de la couronne. Il est fait en composition, puis c'était le même code, ou à peu près le même code criminel que nous avons. La défense a son mot à dire, et la défense, dans ça, a travaillé comme elle devait travailler à l'époque, puis comme elle travaillera aujourd'hui. C'est-à-dire essayer d'avoir un jury qui est balancé. Oui, mais à cette époque-là, ça prenait beaucoup d'argent et tout ça. J'imagine que cette pauvre veuve, qui avait juste une petite police d'assurance pour payer son avocat... Toi, t'étais tombé en amour avec Marina Orsini. Moi, faut dire que le personnage était très sympathique, mais franchement, moi, je regardais, par exemple, elle avait été jugée avant de partir, toutes les jalouses du village, les commères du village. Moi, ce que j'ai senti dans cette affaire-là, c'est qu'il n'y en avait pas... Est-ce que ça se passe? Tu es en train de me dire des espoirs qu'elle n'était pas capable de tuer son mari, toi? Moi, tu es en train de me dire qu'elle n'était pas en amour avec ce gars-là? L'amour, ça ne veut pas dire qu'elle l'a tué. Ben oui, mais il est mort, comme par hasard. Il est mort. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a tué. En tout cas, elle n'aimait pas son mari, ça c'est évident. Ça, elle aimait l'autre aussi. Oui. Son mari avait pas... L'autre, j'en sais rien. Mais la seule chose que je me demande, moi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le processus par lequel les aveux ont été extirpés de Cordélia sous fausse représentation... ça serait complètement rejeté aujourd'hui. Les processus ont été bousculés. De chance qu'il y a la charte, Jean. Toi, tais-toi. Mais le juge, à l'époque, est-ce qu'il aurait pu refuser les aveux qui ont été... Le juge était un voyeur lui-même. À chaque fois qu'il aurait dû refuser certaines admissions ou certains éléments, il en voulait plus. On a l'impression qu'il voulait du spectacle. Comme un juge doit savoir. On va s'arrêter pour le moment, puis on va revenir et on parlera du juge un petit peu plus tard dans notre émission. Nous vous revenons tout de suite après cette pause. Au début, elle parle du suicide. Ensuite, elle change son histoire en accusant son complice, alors certainement coupable. Elle était probablement complice du meurtre, en sachant très bien que Sam Barslow allait tuer, mais elle ne savait pas quand ni comment. Je crois pas qu'elle ait tenu le couteau, mais elle était complice. Elle était coupable. Et puis d'ailleurs, à la toute fin, elle se confesse dans la lettre qu'on la voit au gouverneur. Selon moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle était coupable de complicité. Si on envoyait à l'échafaud toutes les personnes qui ont pensé et dit avoir envie de passer leur conjoint à la moulinette, s'il n'y aurait plus grand monde sur la terre. Oui, peut-être. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter deux étudiants. Il s'agit en fait de deux étudiantes. Elles représentent chacune une faculté de droit. Ces deux étudiantes vont reprendre l'affrontement du procès de Cordélia Viau en jouant respectivement le rôle de l'avocat de la défense et celui du procureur de la couronne. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments. Les lauréats du concours de plaidoirie de l'an dernier, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis, bien sûr, vous, le public. Voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez vous-même être juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Noli Tour. Tirage le 30 novembre. Alors, je vous informe que les facsimilés sont acceptés pour participer au concours. Et je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit de Marie-Claude Bourassa, de l'Université d'Ottawa. Elle va reprendre le rôle interprété hier par Martin Larocque, celui de Maître Leduc, avocat de la défense. La parole est à vous, Marie-Claude.
Vous avez 2 minutes pour nous convaincre de l'innocence de Cordélia Viau. Distingués membres du jury. Les faits de cette affaire sont simples. Un meurtre a été commis à Saint-Canute de façon abominable et sur un honorable citoyen par surcroît. La population entière a donc réclamé à tout prix un coupable. On s'est immédiatement retourné vers l'accusé. Cependant, les preuves recueillies par la couronne ne sont aucunement suffisantes pour condamner Mme Viau. En effet, on prétend que le crime serait survenu quelque peu après 3 heures. Comment se fait-il alors qu'un témoin, un témoin hautement crédible en M. Legault, soit venu déclarer formellement devant cette cour avoir vu de la lumière à la fenêtre de chez M. Poirier cette nuit-là? Qui pouvait bien se trouver là? L'alibi de Mme Viau est incontestable. Elle était au chevet de sa mère. Quant à Parslow, lui, il était chez son frère. Bien sûr, un autre témoin est venu dire qu'il n'avait rien vu ce soir-là. Rien. Quelle force probante peut-on donner à un tel témoignage? Donc, il subsiste un doute. Un doute quant à l'heure à laquelle le crime a réellement été commis. Ce doute vous empêche légalement, mais aussi moralement, de condamner Mme Viau. Et il y a plus. La série de déclarations, de soi-disant aveux, qui furent, à mon humble opinion, extorqués illégalement, soit par la ruse à Mme Viau, ne sont aucunement incriminantes. Au contraire. Messieurs, la femme que vous devez juger aujourd'hui, mérite-t-elle de mourir parce qu'elle est de nature enjouée, qu'elle est musicienne et qu'elle est plus instruite que la plupart? Je vous le demande. C'est pourquoi ne vous laissez point aveugler par l'atrocité du crime, le sensationnalisme des journaux ou les rumeurs. À Saint-Canute, Cordélia Viau dérangeait. On l'a donc condamnée d'avance. Messieurs, remettez-vous-en strictement aux faits de ce drame, aux faits qui laisseront subsister un doute dans votre esprit. Le doute raisonnable qui, en votre âme et conscience, vous empêchera de condamner à mort une pauvre femme. Merci. Maintenant, Alexandra Sirois de l'Université Laval. Elle va reprendre le rôle qu'interprétait notre ami Guy Nadon, le rôle de Maître Mackay, procureur de la Couronne. Alexandra, vous avez, vous aussi, 2 minutes pour nous convaincre de la culpabilité de Cordélia Viau. Mesdames, Messieurs les jurés, en tant que procureur de la Couronne, je n'ai pas à vous démontrer que Cordélia Viau a tenu l'arme du crime, mais simplement sa complicité. Les aveux libres et volontaires, faits tant à la presse qu'aux policiers, ainsi que la preuve du projet de meurtre, sont autant d'éléments conduisant à une seule conclusion raisonnable, complice. Cordélia Viau a, dans ses aveux, imputé la responsabilité du crime à Samuel Parslow, tentant ainsi de sauver sa vie. Tout le monde sait qu'il est dans l'intérêt d'un complice de dénoncer l'autre pour se disculper. Malheureusement pour elle, en attribuant le meurtre de son mari à son amant, Cordélia Viau a par la même occasion avoué sa participation au crime. Le projet de meurtre des amants, pour sa part, a été établi par 3 éléments de preuve. L'assurance sur la vie de la victime souscrite par l'accusé, sa correspondance avec l'assureur mentionnant explicitement l'hypothèse du meurtre et les lettres d'amour. Les amants avaient décidé de se débarrasser du mari encombrant. Quant aux arguments de la défense, ils sont insuffisants pour soulever un doute raisonnable sur la complicité. L'histoire de la lumière, par exemple, ne prouve pas nécessairement la présence d'un tiers sur les lieux du crime en soirée. En novembre, vous le constatez, il fait noir avant 5 heures, l'heure présumée de la mort de Poirier. Les lumières ont donc très bien pu être allumées avant le meurtre. Quant à la campagne de salissage, vous admettrez que Cordélia Viau l'a elle-même alimentée. Et d'autre part, cela n'a pas pour autant rendu le procès inéquitable. En somme, rien n'est venu ébranler la preuve du projet de meurtre planifié par les amants. La culpabilité de Cordélia Viau ne fait aucun doute. Elle a aidé, encouragé et même incité Parslow à tuer son mari. Membre du jury, vous devez la déclarer coupable. Merci. Et merci à vous, Marie-Claude Bourassa et Alexandra Sirois. Je retrouve maintenant mes invités, Guy Nadon, Jean Cournoyer, Jean Lapierre. C'est vrai que la lettre
écrite par Cordelia à l'assureur. C'est vraiment incriminant, ça, hein, Guy? Il faut être décontracté pour faire un truc pareil. Préventif. Oui, vraiment, à quoi elle a pensé? En tout cas, quand on regarde tout ça, je ne sais pas ce que vous pensez de la culpabilité ou de la non-culpabilité de Cordelia, mais sans vouloir vous faire redire ce que vous disiez tout à l'heure, elle a l'air pas mal coupable. Mais disons que dans le droit... Elle ne doit pas être fâchée, en tout cas, quand elle a appris la mort de son mari. Le droit, elle serait probablement déclarée non coupable aujourd'hui. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas la charte des droits et libertés à l'époque, je dois le dire, à la décharge de mon collègue et néanmoins ami Lapierre, qui est un des auteurs de la charte des droits et libertés, un des auteurs du rapatriement unilatéral de la Constitution avec la charte de Passons aux arguments juridiques. Je pensais que tu m'accrochais avec du Tessie, là je t'accroche avec Trudeau. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, la façon dont on perçoit la preuve est plus importante qu'elle ne l'était à l'époque. On a vu, il n'y a pas tellement longtemps, des preuves qui ont été rejetées totalement, juste à cause de la façon dont elles ont été ramassées. Dans le cas du coroner, dans le cas de l'implication du coroner, de l'implication du juge, je suis convaincu que le doute raisonnable aurait pu être introduit aujourd'hui, alors qu'il était possible qu'on ne l'introduise pas ou qu'on ne réussisse pas dans le temps. Donc, il faut mettre les procès comme ça dans leur période, dans leur époque. Le genre de jury que nous avons aujourd'hui est d'un jury constitué de personnes... D'abord, il y a des femmes qui peuvent être dessus. À l'époque, les femmes n'étaient pas propriétaires fonciers, puis même si elles l'avaient été, il fallait être masculin pour être là. Donc, il y a des femmes qui auraient pu voir ça différemment, ce crime, qui était peut-être un crime passionnel, et qui aurait pu faire bénéficier du doute raisonnable l'accusé Cordelia Viau. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, mais... On a juste à introduire. Tu sais, quand tu penses que tu peux libérer O.J. Simpson. Mais même aujourd'hui, le juge, aujourd'hui, ne s'en serait pas sorti comme ça, son adresse au juré et tout ça. Franchement, ce juge-là, aujourd'hui, serait tout arrêté contesté. Et... Puis non seulement ça, Jean, parce qu'il y a une chose dont il faut parler, je pense, c'est que cette cause-là est allée en appel. Ils n'ont pas été pendus comme ça tout de suite après le jugement. Et l'appel, moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Expliquez-moi comment on peut imaginer ça. L'appel a été entendu par le même juge et au même endroit. Bon, au même endroit, c'est pas tellement grave parce que c'est l'appel, mais que ce soit le même juge qui a entendu l'appel. Ça, c'est invraisemblable. Je ne comprends pas cette partie-là du procès, là. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, Pierre, c'est possible que la Cour d'appel ait ordonné un nouveau procès qui est repassé devant le même juge. Ça, c'est possible, parce que tu aies un deuxième procès là, en appel par le même juge. Ça se peut pas qu'il se revise lui-même. On ne peut pas se réviser, on ne peut pas en appeler de la décision. Parce que là, il devient vraiment juge. Après les renseignements dont on disposait pour préparer tout ça, c'était vraiment le même juge qui avait entendu l'appel. OK, il est possible que le même juge ait réentendu le même procès, mais avec des instructions différentes. Et étant donné la très courte période que vous avez pour reproduire les choses, il n'a probablement pas fait les mêmes erreurs dans le deuxième procès que dans le premier. Mais si on a recommencé le procès, on pouvait le recommencer devant le même juge, mais pas nécessairement devant le même jury. Est-ce que ce sont des rôles intéressants pour un comédien, finalement, ou vous trouvez ça, a priori, vraiment très, très technique? Bon, il y a l'aspect des défi dont vous parliez au début de cette émission, mais ça reste quand même intéressant, bien sûr, ce genre de rôle-là. Si ce n'était de la chaleur avec laquelle on tourne pendant qu'on fait ces émissions, ce qui est assez il fait très chaud sur le plateau, oui. Mais je voulais savoir, moi, il y a quelque chose, si on en revient par rapport à la culture, c'est le procès qu'on vient de voir. Il y a 20 ans, l'affaire Cordelia a été tournée au cinéma. Hein? Et dans le contexte des années 70, Cordelia, telle qu'exprimée par l'écrivain, etc., elle était innocente. C'est ça. Et là, ce coup-ci, à 20 ans de distance, l'époque... Parce que moi, je regardais ça avec des yeux d'aujourd'hui et je me suis dit, à cette époque-là, je comprends que la justice était arrangée avec le gars des vues. Je savais que les procureurs allaient luncher ensemble avec le juge et tout était cuisiné. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça et je suis convaincu qu'elle serait innocentée automatiquement. Et, le bénéfice du doute. Et ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et nous allons vous revenir tout de suite après cette courte pause. Voici maintenant le verdict que vous avez rendu à propos de l'affaire Viau. À la question « Cordelia Viau était-elle coupable ?» Vous avez répondu oui, dans une proportion de 20%, et non, dans une proportion de 80%. La semaine prochaine, un procès qui nous ramène dans les années 60. Il s'agit de l'affaire Côté.
C'est une histoire de meurtre dans un collège situé dans une petite ville du Québec. Il est important de mentionner que, par respect pour les personnes impliquées dans ce drame, les noms de la plupart des personnages ainsi que les dates des événements ont été changés. Voici un extrait de ce portrait. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, Passionnel au collège du Saint-Bordel. Un frère, faute de bretelles, se fait poigner la main dans le sac à poubelle. Justement, le lendemain, il m'a dit qu'il pensait connaître le meurtrier. Et que, d'après lui, c'était quelqu'un de l'intérieur. Puis là, comme ça n'avait pas l'air de faire leur affaire, ils m'ont dit, on sait que t'allais pas le tuer, le frère, toi. On sait que t'allais là rien que pour voler. Que tu faisais la surveillance dans le corridor, puis t'as plus connaissance de rien. Lâche-le donc, ton moton. Voilà, en terminant, je remercie mes invités Jean Cournoyer, Jean Lapierre et le comédien Guy Nadon. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Sonia Benezra, Patrick Huard et Stéphane Quintal réunis ce soir au Théâtre Arcade. Shabada à 22h30. Dans un moment, retrouvez Claire Lamarche.